Bonjour, bienvenue à tous dans cette séance de cours de hydraulique et pneumatique industrielle. Aujourd'hui, nous verrons notre premier chapitre 0, mais c'est un premier chapitre sur l'introduction où on va introduire des notions de base importantes concernant l'hydraulique et pneumatique. Des notions qui sont de rappel, bien sûr, mais c'est vraiment important. Je rappelle que ce cours a été écrit par moi-même et il a été inspiré de plusieurs livres publiés, bien sûr, bien que celui-ci n'a pas encore été publié. Mais ça, c'est une sélection de plusieurs connaissances pratiques et expérimentales, bien sûr, des expériences qui ont façonné ces livres. Voilà. Pour ceux qui en voudront, ils n'auront qu'à écrire. Et moi, je mettrai certaines conditions. Ça veut dire que les conditions sont aussi longtemps qu'on aurait atteint un seuil d'abonnés dans la chaîne, le cours deviendra gratuitement. Mais pour ceux qui auront besoin de ça, avant d'atteindre ces conditions, ils vont m'écrire dans ma page ou dans mon groupe, dans la publication. Là, je saurai comment le contacter moi-même. Inbox. Voilà. On va passer directement dans le cours, dans l'introduction, qui est notre point 0. Et l'objectif, vous voyez, le cours est exposé comme ça, mais les objectifs seront un peu sautés. Voilà. Ce document a pour objet d'expliquer, par une présentation des bases fondamentales, les principes élémentaires de maintenance et de fonctionnement de différents types d'équipements d'hydraulique et pneumatique, vraiment qu'on rencontre dans l'industrie pétrolière. Et il porte principalement sur plusieurs équipements qu'on verra, on verra ainsi de suite. Voilà. Et voilà. Donc on aura à voir beaucoup d'équipements, des vannes, des soupapes et autres. Voilà. Des actionnaires hydrauliques, ainsi de suite. Nous verrons plusieurs types. Et il est important de dire que nous allons avant tout rappeler certaines lois importantes de la mécanique des fluides et étudions également la commande pneumatique et la régulation par instrumentation, parce qu'aujourd'hui, l'homme a été remplacé par l'automate qui est accompagné par une suite de régulations avec différentes consignes. Ça aussi c'est important, on va arriver. Voilà, le stagiaire sera capable, c'est lui qui va suivre ce cours jusqu'à la fin, sera capable de définir les principes hydrauliques, bien sûr, et d'écrire de façon plus pratique la pression hydraulique qu'il utilise dans son site. Donc, démontrer la connaissance dynamique des fluides, d'écrire par exemple les différences entre la pneumatique et l'hydraulique, ça c'est important. Et définir les différents principes de mécanique des fluides, là on verra bien. Décrire la façon dont les systèmes hydrauliques créent la pression hydraulique, fonctionnent et renvoient le fluide dans les réservoirs. Tous ces systèmes-là hydrauliques, et même dans la pneumatique avec le compresseur à la place de la pompe. Donc il sera nommé, il sera décrire, il sera fourni des utilisations pour les différents. Donc il sera amener un certain projet jusqu'à terme, définir et décrire des mesures, apprendre, ainsi de suite, identifier des équipements, des composants, des symboles et tout, il saura les faire. Donc il y a vraiment, sans oublier qu'il saura concevoir, dessiner, interpréter un schéma hydraulique tout en prévoyant les différents dispositifs de sécurité à l'aide d'une CAO, par exemple, comme le Microsoft Visio, que moi j'aime utiliser. Comprendre le rôle d'un opérateur, par exemple. Qu'est fait l'opérateur? Parce que quand tu peux être opérateur, tu peux peut-être pas être ingénieur, mais tu peux avoir un boulot d'opérateur. Tu sais comment gérer ton circuit, ton process, et ainsi de suite. Voilà. Interpréter des PFD, par exemple, le plan de circulation des fluides, process flow diagram ou process instrumentation diagram, tout ça, tu sauras interpréter
même si on te déplace pour un autre site, on te donne le PFD ou le PID, tu sais directement. On n'a pas besoin de t'expliquer en détail. Tu sais interpréter les symboles, tu sais comprendre le circuit quitte d'où et va jusqu'où et ça passe par où et ainsi de suite. Par rapport au PFD ou au PID qu'on t'a montré. Les principes élémentaires des systèmes pneumatiques. Voilà, nous devons savoir comment fonctionne un système pneumatique de base, puisque nous l'utiliserons lorsque nous travaillerons avec les systèmes hydrauliques partout. Un système pneumatique suit toujours derrière, tel que dans une industrie pétrolière, vous verrez un process uniquement pour l'air de l'instrumentation, l'air qui doit, par exemple, actionner les vannes, tout ça. Et c'est un système, mais c'est de l'air, donc c'est pneumatique. Sans parler d'abord du gaz, qui est aussi, l'air aussi c'est du gaz, vous voyez un peu. Donc, naturellement, chacun sait que l'air ou les gaz sont comprimés et les liquides sont pompés. Donc, toutes ces différences-là, c'est important. Et maintenant, les éléments à l'état solide, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce que ça, pour lui donner de l'énergie, les liquides, on pompe, les gaz, on comprime. Maintenant, le solide, on soulève. Quand on soulève, on lui donne une énergie potentielle. Ok? Mais l'énergie potentielle des liquides ou des fluides, ça vient à partir de la pression. La pression est une énergie potentielle de pression. Dans certains livres, c'est écrit comme ça, énergie potentielle de pression. Bien que le fluide peuvent avoir aussi de l'énergie potentielle de gravité, bien sûr, par rapport à la pression hydrostatique, par exemple. C'est une énergie potentielle de pression, mais dans la gravité, par exemple. Voilà. À propos du système d'air comprimé élémentaire, le système d'air comprimé doit fabriquer de l'air comprimé à partir de l'air, par exemple, qui nous entoure. Quand on veut parler d'un système d'air, on n'a pas besoin d'un réservoir d'air, parce que les réservoirs d'air, c'est déjà l'environnement qui nous entoure. Et on doit s'assurer maintenant que cet air-là, qu'il a comprimé, est propre. Propre, ça veut dire il n'y a pas d'impureté. Sec, oui. Sec, ça veut dire il n'y a pas d'humidité, par exemple. Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas d'eau. À la bonne pression d'utilisation pour effectuer les travaux, par exemple, parce que on a besoin, par exemple, d'alimenter un réseau plutôt de vannes. Et ce réseau-là doit être alimenté, par exemple, avec 100 PSI. Au départ, on n'aura pas besoin d'envoyer 100 PSI parce qu'on sait que ça n'arrivera pas sans PSI. On doit envoyer une certaine pression plus élevée, donc à la bonne pression d'utilisation pour effectuer le travail. Mais il y aura, si on envoie 150 PSI, les vannes les plus proches recevront par exemple 130 PSI et les vannes les plus éloignées 100 PSI. Mais si toutes les vannes doivent fonctionner avec 100 PSI, les vannes qui sont plus proches vont craquer ou soit ne vont pas bien fonctionner. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ça, c'est un système d'air qu'on doit suivre. Là, nous sommes dans un site. Vous voyez? À la bonne température d'utilisation, bien sûr, parce que la température compte. Voilà. Suffisant aussi. Suffisant. Donc ça veut dire, là, on parle des débits. Pour ne pas avoir des problèmes. Une vanne qui se ferme à cause d'insuffisance, par exemple. Or, cette vanne-là, quand elle se ferme, ça peut créer des sérieux problèmes aux vaisselles. C'est un problème. Ouais. Donc, ça doit être suffisant déjà dès la conception. Connaissance de base, la pression de l'air. On connaît la pression de l'air. On connaît sa valeur. On dit que l'air appuie contre tout ce qui l'entoure, donc à une pression. Tout ce qui nous entoure subit la pression aux épaules, à la tête. Pas à l'horizontale, non, à la tête, à la verticale, quoi. Donc, on a ça 1,5 kPa, et on peut convertir dans différents systèmes d'unités. Et les pascals étant l'unité officielle, bien sûr.
Cette pression vaut 14,7 livres par pouce carré, qu'on appelle pound per square inch, c'est-à-dire PSI. Donc 14,7 PSI vaut combien? Vaut 1,015 bar, ou bien 1015 millibars. Voilà, ça c'est l'unité impériale. Il s'agit de la valeur de référence de la pression atmosphérique au niveau de la mer, bien sûr. Cette valeur varie avec les conditions atmosphériques. Voilà. Quand de l'air est comprimé, sa température augmente et son volume diminue. Ça, c'est important. Quand on comprime, le volume diminue, mais la température augmente. Et quand l'air ou tout autre gaz peut se détendre, sa température fait quoi? Ça fait l'inverse. Sa température diminue pendant qu'il se détend et son volume augmente. Et c'est ce principe qui crée même le congélateur. Parce que le congélateur, on a le fréon qui a une certaine pression. On cherche à détendre le fréon. Quand on détend le fréon, qu'est-ce qui se passe? On baisse les températures. Imaginez qu'on avait une température déjà de 10 degrés Celsius. Si on baissait encore, automatiquement, on va tendre vers 3 degrés Celsius, par exemple. Or, on baisse la température, on arrive à 3 degrés Celsius. L'autre fois encore, qu'on va encore baisser plus que 3 degrés Celsius, on prend à 3 degrés Celsius et on baisse. On doit baisser moins que 3 degrés Celsius. C'est comme ça, on aura de givre et on fera fonctionner notre congélateur seulement avec ces principes-là, où la pression, quand on détend, on gagne en fraîcheur, je peux dire. Et le volume augmente. Après, on doit encore comprimer ces gaz pour revenir et ça fait le cycle. Voilà, le débit, là on n'est pas au congélateur, je parle d'autre chose ici. Le débit est une mesure de la quantité de fluide qui traverse le système. On connaît les débits d'un tuyau ou un tuyau par unité de temps. Donc, c'est une quantité qui se déplace par unité de temps. Les débits, c'est un peu comme... Bon, les débits, c'est pas comme une vitesse, mais on peut le comparer comme l'intensité à l'électricité. Vous voyez, l'intensité à l'électricité, c'est une charge, c'est une quantité. C'est la charge. La charge, c'est la quantité d'électricité, d'électrons qui passent en seconde, par exemple, en une seconde. Le débit aussi, c'est la même chose. C'est comme l'intensité électrique. Donc là, il faut savoir cette analogie, c'est important. À savoir que l'air est un gaz et un gaz est un fluide. L'humidité est la quantité de vapeur, bien sûr, d'eau dans l'air. Donc quand on prend un peu d'eau, on l'injecte dans l'air, c'est ce qu'on appelle l'humidité. C'est un peu comme la fumée. La fumée, c'est la quantité de solide dans l'air. On appelle la fumée. Donc l'humidité, c'est les liquides dans l'air. Le point de rosée, ça ce sont des termes importants, il faut savoir. Le point de rosée est la température à laquelle la vapeur dans l'air commence à se condenser. Donc, la première vapeur, quand elle se dégage du liquide, c'est ce point-là, c'est cette température-là qu'on appelle point de rosée. Donc, c'est important de savoir cette température-là. Donc, quand je suis en train, par exemple, d'échauffer de l'eau, à partir de la première vapeur qui se dégage, je note ces points-là comme point de rosée, c'est-à-dire c'est la température à laquelle la vapeur commence à se condenser, par exemple. Plutôt, quand la vapeur redevient, la vapeur redevient le liquide, parce que la condensation, c'est le gaz qui change en liquide. Et l'évaporation, c'est l'inverse. Voilà. Donc, lorsque l'air est comprimé, il se réchauffe. On avait déjà dit, lorsque l'air se détend, il se refroidit. Par conséquent, quand l'air se détend, la vapeur d'eau dans l'air se condense en eau. Et là, qu'est-ce qui arrive? La vapeur d'eau se condense dans l'eau. Supposons maintenant que nous avons
comprimé de l'air qu'on envoie dans le réseau. Et quelque part, l'air est en train de se détendre. Ça veut dire, quand on parle de la détente, ça veut dire que la pression de l'air baisse. Et quand la pression de l'air baisse, qu'est-ce qui arrive? L'eau qui était, la vapeur d'eau qui était dans l'air, commence à redevenir liquide. L'eau dans un système pneumatique sera à l'origine de la corrosion, d'érosion des tuyaux et des différents problèmes au niveau des équipements. Donc d'autres composants peuvent naître. Donc on n'a pas besoin de l'eau dans notre circuit. Dans toute distribution d'air, je m'excuse, l'eau n'est pas la bienvenue. Voilà, en bref. On trouve des sécheurs d'air. Ça maintenant, en tant qu'intellectuel, tu sais que non, je n'ai pas besoin d'eau plutôt dans mon système d'instruments. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois chasser cette eau. Qu'est-ce que je fais? Je mets des sécheurs d'air. Je mets des filtres à air. Vous voyez? C'est pourquoi cette connaissance est importante. À l'origine de la distribution d'air, déjà, avant, je dois mettre ces équipements-là pour combattre de l'eau qui se trouve dans l'air. Sécher déjà ces terres-là, filtrer ces terres-là, déjà bien avant. Une des tâches de routine effectuées par l'opérateur, par exemple, est le contrôle de la qualité de l'air dans les instruments. Les opérateurs doivent, par exemple, purger. Il purge de l'eau qui se trouve dans l'air. Parce que l'eau ayant une densité supérieure à l'air va être en bas. Et quand ça va s'accumuler en bas, il faut purger. C'est pourquoi il faut des sécheurs ayant, par exemple, des purges. Vous voyez, c'est important. Et puis, l'opérateur, quand il veille sur ça, il veille aussi sur le réseau de l'air en service, ça veut dire la pression et tout. Le fonctionnement des vannes. Voilà. On trouve des unités de service à différents emplacements où l'air comprimé est utilisé. Bon, il y en a beaucoup. Ces unités ont deux composants principaux. On va voir. Un filtre à air pour nettoyer toutes les saletés ou débris restants dans l'air. Un régulateur de pression, par exemple, pour garantir une pression d'air comprimé correcte. Pas trop bas. On régule. Pour l'unité fonctionnant à air comprimé. Un huileur aussi, donc un graisseur. On a besoin de ça. De toutes les façons, cette partie a un chapitre qu'on appelle groupe de conditionnement, vous le verrez, où on va parler de tous ces équipements, comment ça fait, comment ils sont montés, comment ils sont maintenus. Voilà, on passe maintenant à l'hydraulique. Les principes élémentaires de l'hydraulique. Les systèmes hydrauliques, selon leur dénomination courante, permettent à l'énergie de se déplacer d'un point à un autre. Et ces systèmes utilisés sur nos sites industriels sont améliorés de manière continue et sont largement préférés à n'importe quelle solution mécanique, en particulier lorsque le mouvement doit être précis. Constitution des systèmes hydrauliques. Voilà par exemple un petit circuit hydraulique que nous avons. Nous avons le réservoir qui est juste là parce que un système hydraulique, contrairement à un système pneumatique, les réservoirs ne se trouvent pas au niveau de l'atmosphère. Mais le système pneumatique, pour l'air par exemple, l'atmosphère est déjà un réservoir. Mais hydraulique, il faut stocker de l'huile quelque part. Ça veut dire par exemple dans ces réservoirs-là. Et qu'est-ce qui arrive? Il faut maintenant aspirer cette huile par des pompes. La pompe, on prévoit toujours une vanne de bypass, 3000 psi par exemple. Cette vanne de bypass, quand la pompe pompe à une pression supérieure, par exemple à 3000 psi pour notre circuit ici, qu'est-ce qui s'est fait? Cette vanne s'ouvre et ça prend l'huile qui montait à une certaine pression. Quand ça prend l'excédent des 3000 psi pour le remettre dans le réservoir,
alors on ne pourra pas dépasser 3000 psi. À chaque fois qu'on atteindra 3000 psi, on aura cette décharge et on sera toujours inférieur à 3000 psi dans les circuits parce qu'on veut travailler à moins de 3000 psi. Donc là, on verra ça plus tard, ce sont des rôles de soupape. Et là, on a un distributeur qui sait comment passer de tel à tel. On verra les distributeurs. Et voilà, on a un cylindre hydraulique. C'est lui qui effectue le travail. Mais quelque part, on a filtre. Ça veut dire, en cas de retour, on sait qu'on on est passé par le distributeur, on est passé par d'abord la pompe et les distributeurs, et puis on est rentré. On est rentré dans un piston, par exemple, ici, un varin, par exemple, qui doit effectuer un mouvement. Et quand ça effectue un mouvement, on verra comment ça fonctionne quand ça effectue un mouvement. Et puis, on veut que ça recule, alors on doit dépressuriser l'autre chambre, je peux dire. On verra ça calmement. Et quand il faut dépressuriser, ça veut dire qu'il faut vider, non? Il faut vider, et quand il faut vider, ça doit rentrer dans le réservoir. Or, quand ça rentre dans le réservoir, pour éviter que même les impuretés rentrent dans le réservoir, on filtre de conduite de retour, et puis ça rentre dans les réservoirs. Vous voyez, ça c'est un petit système hydraulique qui est fonctionnel déjà. Voilà, un système hydraulique fonctionne sous une certaine pression. L'énergie nécessaire est délivrée par une source d'énergie suivante, par exemple un moteur électrique ou thermique, un moteur à entraînement pneumatique, beaucoup de moteurs qu'on peut voir, qui est assisté par un système pneumatique, par exemple, une source d'énergie associée à une de ces sources, on ne sait pas. Voilà, ça peut être une pompe qui est censée pousser, par exemple, le fluide contenu dans un réservoir et envoyé dans des dispositifs finaux, comme le vérin, par exemple. Et ça revient, filtre, régulateur de pression, accumulateur, relais, système de distribution, réseau, etc. Donc, le circuit hydraulique est vraiment riche en équipement. On obtient alors un circuit de distribution hydraulique. Par exemple, celui simple, celui-ci. On a le réservoir, qui est notre A, oil tank. On a une pompe, qui est B, pompe. Et C, on a pressure régulateur, donc ça régule la pression en cas d'excès, ça fait sortir. En cas de déficit, ça ne fait pas passer. On atteint la pression et puis ça fait passer. Donc, il y a un distributeur ici qui sait comment faire passer ou faire remettre une partie. Et on a un récepteur qui est, dans notre cas ici par exemple, c'est un vérin. Et on a un filtre qui passe par le distributeur et hop, à l'intérieur. Voilà. Maintenant, les types de circuits. Deux types de circuits, ouverts et fermés. Ce chapitre est destiné à fixer le vocabulaire, par exemple, nécessaire, mais ne développera pas les détails particuliers sur les circuits fermés ou ouverts. On verra ça, lui. Là, on commence par les circuits ouverts, ok? Le fluide hydraulique circule en repensant systématiquement par la bâche à pression atmosphérique. Donc, les circuits ouverts, le fluide passe partout et ça revient, par exemple, au réservoir. Ça, c'est le circuit ouvert. On a un moteur hydraulique là. On a les boutons d'enclenchement, entraînement des récepteurs. On a les raccordements du moteur. Ça, ce sont des raccordements, ça veut dire que ce sont un peu comme des tuyaux. On voit les traits, mais ce sont un peu des tuyaux. Ça, c'est les distributeurs. Okay? Ça, c'est la protection du circuit. Ça peut être une soupape, ça peut être un régulateur de pression. Ça peut être un réducteur. Donc, là, c'est le filtrage. Et avec un clapet anti-retour, là, on a une pompe entraîné par un moteur électrique, bien sûr. Et là, il y a un filtre pour l'aspiration. On veut aspirer ce qui est propre. Et là, le réservoir ou la bâche. Voilà. Donc, on aspire, paf, ce qui excède, ça part là-bas, parce qu'il y a un manomètre ici.
Ce qui excède, ça rentre. Si ça n'excède pas, ça vient au distributeur. Ici, nous sommes au niveau du repos. Si on appuie au distributeur et que cette partie ici, venez ici, on verra ça, là, le fonctionnement. Plus tard, il y aura une flèche qui est supposée prendre et faire passer de l'autre côté. Bon, si cette partie ici, venez ici, la flèche ici va prendre ça et ça va faire passer jusque là, on aura le travail et en cas de retour, lui, il va passer par là et il va rentrer filtre, bâche. Ouais, le circuit est ouvert. Pam, 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 ça s'arrête ici. Ça veut dire que si on interrompt la pompe, le circuit est mort. Ça ne va plus continuer. Donc ça, c'est un peu comme le circuit ouvert. Si on arrête la pompe, le circuit s'arrête. Tout s'accumule au niveau de la bâche. Voilà, on passe. Ces circuits, voilà, sont les plus simples à concevoir, mais présentent un inconvénient. En effet, la pompe aspirant à la pression atmosphérique qui est à 1 bar, la pression absolue solide, celle-ci ne peut créer qu'une perte de charge minime de l'ordre de moins de 0,2 bar maxi dans la conduite d'aspiration, la reliant à la bâche. En conséquence, pour un débit donné, la taille de la pompe devra être relativement importante à cause de ce tubule d'aspiration. Ouais. Si la perte de charge à l'aspiration venait à augmenter, alors une cavitation se produirait, détériorant la pompe rapidement. Ça, on verra ça un peu plus tard quand on verra de pompe. Quand est-ce qu'une pompe cavite? Parce qu'une pompe cavite, quand il se crée des bulles d'air, même si l'air n'entre pas, si on baisse la pression très inférieure, on peut arriver à une pression qui peut caviter. Il y a des pressions qui peuvent caviter la pompe. Donc, c'est pas seulement l'entrée de l'air, non. On peut créer des bulles sans le savoir à l'intérieur de la conduite, juste au niveau de l'aspiration, par exemple dans le réservoir, dans le réservoir, par exemple. Et puis, vous voyez, on aura des cavitations. Mais ça, on verra ça un peu plus tard. On passe circuit fermé. Pour remédier au défaut précédent, il suffit de faire aspirer la pompe directement à une pression beaucoup plus importante, dite pression de gavage, ok, que celle de l'atmosphère. Bon, la pression de gavage est obtenue aussi par une pompe qui donne la pression à une autre pompe. Donc, il va gaver la pompe et on n'aura pas de problème de cavitation. Pour cela, le moteur recrachera directement son huile à la pompe à la pression de gavage. Les tubulures de la pompe peuvent donc être des sections plus faibles, ça ne posera pas de problème. Voilà un circuit fermé. Qu'est-ce qui se passe? On a un entraînement récepteur ici. Ici, on a le job. Et on a une pompe là. Celle-ci, c'est la pompe de gavage. Elle aspire, ça filtre. En cas de surpression, ça revient et ça passe. On a des clapets ici. De toutes les façons, si je passe comme ça, je fais le travail, je reviens, je ne peux pas rentrer parce que c'est un clapet anti-retour. Et là, je reviens par ici. Quand on met la flèche comme ça, ça veut dire entraînement. Ça veut dire là, c'est réglable quand il y a la flèche comme ça. Bon, on a l'entraînement de 2 pompes. Ça s'entraîne directement à ce niveau ici. Donc, à ce niveau ici, on peut réguler la pression, on peut réguler ce que l'on veut, mais le retour, les circuits, vous voyez, ça ne rentre pas dans la bâche, sauf l'aspiration et la surpression. Ce que nous avons là, ça revient, hop, ça fait encore le travail. Et si l'on veut, on va aspirer une fois, et cette pression là est garantie, ça arrive ici. On suppose que la pompe, le circuit aspire encore au retour là,
ça aspire et ça monte. Oui. Ça, c'est les fuites, retournent à la bâche. En cas de fuite, ça retourne à la bâche. Et là, en cas de fuite, ça retourne à la bâche. Mais là, on a le moteur hydraulique, entraînement récepteur, les câblés introduisant le gavage du côté basse pression, les filtres bien sûr. Et voilà notre circuit qui tourne, dont l'écoulement est recyclé avec la pression. Bien sûr que la pression à la sortie sera supérieure à la pression qui va rentrer. Et là maintenant la pompe va aspirer encore au niveau de cette pression là. Et on a la boucle qui tourne là. Ouais? Circuit fermé, l'huile ne retourne pas à la bâche. Là, on est toujours tout autour. Voilà, pour une même puissance transmise, un circuit fermé sera donc plus compact qu'un circuit ouvert. Malheureusement, les fuites internes au circuit doivent être comblées en permanence par une pompe annexe, dite de gavage. Les fuites internes pouvant varier de façon importante, à chaud, à froid, matériel neuf ou usage, cette pompe de gavage doit être largement surdimensionnée et nécessite par conséquent un trop-plein. D'autre part, le volume d'huile dans le circuit fermé étant constant, les vérins en simple tige en sont proscrits. Donc là, on entre dans le circuit. On comprend alors qu'un circuit fermé, ça c'est important, bien que plus performant en rapport de poids et puissance, est beaucoup plus délicat à concevoir qu'un circuit ouvert. Parce que au cas où vous concevez mal, automatiquement, il y aura un dysfonctionnement. Donc il faut savoir compenser soit le perte de charge, soit ces retards-là en débit. Parce que quand il y a perte de charge, c'est-à-dire le débit aussi est en train d'avoir du mal à être conservé. Bien sûr, conservé pas dans le sens que le débit entrant sera inférieur au débit sortant, non. Mais c'est le débit cible qui doit fonctionner, peut baisser. Le débit qui est en train de circuler dans les circuits peut baisser. Donc cela peut créer des problèmes, il faut savoir. C'est là où on parle de fuite, il faut savoir comment compenser. Donc ce circuit est très délicat. Il faut d'autres équipements de compensation, par exemple, comme par exemple, vous avez un équipement qui est capable de reconnaître que on n'a plus une bonne pression, alors ça aspire. Maintenant, il faut savoir comment faire cet automatisme-là. Ça devient important, ça devient difficile à faire. Donc, j'ai une petite pression, je dois aspirer encore à la bâche. Je dois aspirer encore à la bâche. Maintenant, qui va savoir que ma pression baisse? Pour que là, l'opérateur doit être là pour remarquer à chaque fois que non, ma pression baisse, ouvre un peu la vanne d'aspiration pour prendre l'aspiration dans la bâche, ferme un peu, et là, ça peut être remplacé. Donc, le circuit fermé, c'est un circuit vraiment très problématique. Voilà pourquoi on dit qu'il est tellement délicat. Voilà, pourquoi utiliser l'hydraulique? Comme le montre par le paragraphe précédent, nous pouvons utiliser l'air ou les gaz pour effectuer des travaux en stockant de l'énergie. Cette énergie est stockée dans les molécules et les atomes. Alors on connaît qui composent ces molécules en les poussant les uns contre les autres dans un processus que nous appelons la compression. Quand l'énergie dans cet air comprimé est libérée, ça faut effectuer un travail. C'est-à-dire là nous avons les molécules des gaz. Et là, nous avons les molécules, les liquides. Quand on comprime un gaz, on rapproche chaque molécule les unes contre les autres. Et les molécules étant toujours
en permanence agitation. Quand la nature du corps est un gaz, on sait que le gaz est toujours expansif, l'agitation augmente au fur et à mesure, les répulsions entre les molécules ont été rapprochées. Alors quand les forces des rapprochements seront supprimées, les molécules chercheront à sortir. C'est comme si les gens, vous avez un chien enragé, enchaîné, qui cherche à sortir, et puis d'un coup, bam, la chaîne c'est rond, et puis il sort. Et donc là, il sort en désordre. C'est comme un peu le gaz. Mais les liquides, ce sont des fluides incompressibles. Bon, en majeure partie, c'est comme ça qu'on dit, bien que la compressibilité est supposée négligeable. Et quand on cherche à les pousser, c'est comme si on cherchait à les comprimer. Alors, tellement qu'il ne veut pas, alors lui, à son tour, il est en permanence avec une force qui est derrière. Vous voyez un peu? Et quand on va ouvrir la vanne, ça sort avec une pression. Donc, c'est cette force-là qui est facilement transmise. Vous voyez? Par rapport au gaz, le gaz va consommer cette énergie, cette force. Mais le liquide ne consomme pas la force, mais il la transmet facilement. Ok? Donc voilà un peu les différences. Donc dans un gaz, les atomes sont éloignés les unes des autres par rapport au liquide. Les liquides ne peuvent pas stocker de l'énergie. Vous voyez? Un fluide hydraulique n'est pas compressible. Donc ce sont des liquides. C'est pas compressible. Il ne peut donc pas stocker de l'énergie. Tandis qu'un gaz, oui. Alors un fluide hydraulique peut seulement transmettre de l'énergie. L'énergie vient de la pompe dans le système hydraulique. Cette énergie peut effectuer le travail. Vous voyez? Voilà, vous voyez un peu figure 5 total. Donc ce sont des livres que j'ai un peu tirés, parfois des figures, parfois des textes et tout. Mais là, j'ai omis de mettre la figure en question, mais peut-être c'est en bas. Dans un liquide, les atomes sont proches. Comme je disais, je n'ai pas encore publié, je n'ai pas encore défendu le livre. Voilà. Dans un liquide, les atomes sont proches les unes des autres. Et cette propriété importante des liquides permet de contrôler avec une grande précision les systèmes hydrauliques. Elle permet également au système de fonctionner uniformément. La figure ci-dessous montre combien il est facile et rapide de transférer l'énergie en comprimant un fluide. Les molécules du fluide poussent également dans toutes les directions. Ok? Voilà, paragraphe qui va suivre. La force des marteaux, on verra, dans les molécules du fluide. Le fluide ne peut pas être comprimé, donc il ne peut pas stocker, ne peut pas. Cette force-là, le liquide n'arrive pas à garder ça pour lui. Donc, la force, le liquide était au repos, il n'y avait pas de problème. On a frappé avec une force qu'on applique, alors la force, le bouchon entre, le bouchon va chercher à gagner de l'espace que le fluide n'a pas à lui donner. Alors, il va chercher cet espace de force. Le fluide dit, bon, moi, où vais-je aller? Comment vais-je te permettre de prendre un espace qui n'est même pas possible? Moi-même, je n'ai même pas d'espace, comme on a vu ici, là. Le liquide, lui, n'a pas d'espace. Vous voyez, le liquide n'a pas d'espace. Et maintenant, l'espace qu'il va donner, si c'était le gaz, les molécules allaient se rapprocher pour donner de l'espace au marteau d'enfoncer le bouchon. Mais le liquide, lui, n'a pas d'espace. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il transmet cette force-là. Cette force-là va être transmise et paf, ça casse les récipients. Parce que le liquide n'a pas d'espace pour stocker cette énergie, ni d'espace pour laisser au bouchon. Alors la force que le bouchon veut pour se procurer de l'espace, ça va impacter les récipients et paf, ça explose. Voilà, transmission de l'énergie hydraulique dans une bouteille. C'est comme ça qu'est née la pompe.
L'énergie se transfère facilement par un fluide. Et il faut savoir, entre guillemets, que les liquides, soit les systèmes hydrauliques et les systèmes pneumatiques, quand il s'agit de la vitesse, on préfère par exemple la pneumatique, mais quand il s'agit de la pression, d'une grande pression, on préfère les systèmes hydrauliques. C'est pourquoi même des grues, même des pelleteuses, on utilise l'hydraulique parce que l'hydraulique a la force pour soulever une grande charge. L'hydraulique a la force pour creuser même si la roche est très dure. C'est pourquoi on préfère utiliser l'hydraulique que d'utiliser l'électrique, que d'utiliser la mécanique, que d'utiliser le pneumatique. L'hydraulique a une grande énergie. Ok? Donc, parce que ça transfère facilement l'énergie. Le récipient ne peut pas se dilater, par exemple, suffisamment pour absorber l'énergie. De telle sorte que la force résultante casse les récipients. Vous voyez? C'est un bon exemple qu'on vient de voir de la manière dont les fluides peuvent casser et tout. Voilà, la rupture des récipients et le travail effectué. Par exemple, dans notre exemple, le travail, c'est la rupture du récipient. Cet exemple montre également la facilité avec laquelle l'énergie peut être transmise par les molécules de fluide. Cette énergie est transmise avec très peu de pertes liées à l'expansion ou au frottement. Par conséquent, elle convient bien pour effectuer un travail qui nécessite plus d'énergie qu'une pression pneumatique ne peut en fournir. En outre, le liquide sert de lubrifiant, de refroidisseur et peut, dans certains cas, apporter de la chaleur dans un système donné. Par exemple, la production de pluie et SP, par exemple. Bichon, Tchéndé, là, ont une température élevée et aident à diminuer la viscosité des huiles d'autres productions. Là, ce sont des pompes immergées. Quand ça pompe, directement, ça transfère de la chaleur à l'huile et l'huile arrive en surface avec une certaine température. C'est pas seulement la température du réservoir, mais plus la température de la pompe et SP. Nous ne sommes pas là. Ça, c'était juste en grosso modo. Voilà. Là, on a parlé un peu, on a montré la différence entre un système pneumatique et un système hydraulique. L'hydraulique et la pneumatique, l'une plutôt utilise le fluide, le liquide, et l'autre le fluide, mais le gaz ou l'air. Dans les deux cas, on sait que l'hydraulique est moins rapide, mais a plus d'énergie. La pneumatique, c'est l'inverse, a moins d'énergie, donc moins de pression en jeu, mais la rapidité est tellement accrue parce que l'air ou le gaz comprimé, ça conserve de l'énergie et dès qu'on appuie, ça se dégage. Voilà, on va maintenant prendre prochainement le rappel de quelques notions importantes des débits et puissance dans une conduite. Et là, je pense que nous nous limitons là. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, car quand vous faites ça, directement, vous me permettez de dire waouh, il y a des gens qui sont intéressés, je dois continuer pour pouvoir transmettre ces cours qui est très volumineux. Il faut avoir de la patience, mais je sais que si vous êtes déjà séduit, petit à petit, vous allez arriver jusqu'au fond, jusqu'au bout. Pendant ce temps, je suis en train de finaliser le support. Vous voyez que le support a quelques défauts. Je suis en train de finaliser les supports et vous aurez un format PDF adéquat, corrigé et bien portant avec les images normales jusqu'à la fin. Et pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt.